beaucoup parlé numérique lors de la première table ronde, et cette fois nous allons vous présenter une keynote sur les crypto-monnaies, une transformation qui se veut technologique mais qui se veut également sociale. Et nous avons pour ce faire un binôme, Ariane Tichit, économiste travaillant sur la convergence entre les monnaies locales et les crypto-monnaies, bonjour, et monsieur Pascal Lafourcade, maître de conférence et chercheur en sécurité informatique à l'université Clermont-Auvergne, bonjour à vous également. Et donc, qu'est-ce que sont les crypto-monnaies? Merci. Bonjour à tous. Bonjour. Nous sommes ravis d'être ici pour parler de sécurité et de crypto-monnaies. Donc, on va vous parler de crypto-monnaies, de Bitcoin, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Je vais commencer par un petit rappel pour expliquer ce qui s'est passé depuis bientôt 10 ans. Et après, on vous montrera comment cette transformation peut changer le monde de demain et le monde de 2050. Donc tout d'abord, ça s'est produit en 2009, où Satoshi Nakamoto, l'inventeur de Bitcoin, a proposé cette nouvelle monnaie. Donc c'était vraiment une révolution, parce que la première tentative de monnaie dématérialisée a lieu en 1980, et à cette époque-là, le monde n'était pas prêt pour justement l'accueillir. En 2009, son invention a eu un écho dans la communauté scientifique parce que cette nouvelle monnaie était totalement décentralisée. Ça veut dire qu'on ne reposait plus sur une banque à qui on devait aller rendre les pièces pour pouvoir les réutiliser. Cette fois-ci, on peut générer des pièces totalement sans aucune autorité. Donc ça a été une vraie révolution et cette crypto-monnaie a émergé. Et vous avez sûrement entendu parler des cours du Bitcoin, mais ça a pris une ampleur très très grande et avec des cours du Bitcoin qui sont enfermés et qui montent et qui descendent, comme la plupart des monnaies. Donc, qu'est-ce qui a fait le succès de Bitcoin? C'est que c'est une monnaie qui est totalement distribuée. Toutes les personnes qui vont miner et qui vont générer ces Bitcoins ont une copie entière de tout ce qui s'est passé depuis le début. Donc, on a des gigaoctets quand on est mineur sur son ordinateur qui correspondent à tout ce qui s'est passé depuis le début. C'est décentralisé parce que tout le monde a tout et on ne repose sur l'autorité de personne. Chacun des mineurs va permettre de valider les transactions qui ont été faites dans cette crypto-monnaie et aussi de générer de nouvelles monnaies, de nouvelles pièces. Et enfin, ça repose sur l'idée de consensus, c'est-à-dire on va générer des pièces et c'est la personne qui aura trouvé la première pièce et qui va être la chaîne la plus longue qui va pouvoir gagner ces pièces et ainsi créer de la monnaie de manière totalement décentralisée. Il n'y a pas une personne qui va gagner avant une autre. Donc ça, c'est des qualités de la blockchain, de Bitcoin qui sont très importantes. Une autre chose, c'est que cette monnaie, on ne peut pas l'arrêter. Tant qu'il y a quelqu'un qui a une copie de tout ce qui s'est passé sur son ordinateur, il peut continuer à produire la monnaie, et la monnaie continuera à exister. Donc c'est vraiment une avancée importante de ne pas pouvoir arrêter ce genre de monnaie. Enfin, on ne peut pas falsifier ce qui s'est passé, parce que ce que j'ai essayé d'illustrer sur ce schéma-là, c'est que le Bitcoin va dépendre de tout ce qui a été fait avant, en fait. Donc, à chaque fois que je vais faire une transaction, à chaque fois qu'un mineur va générer une pièce, tout ce qui a été fait depuis le début est inclus à l'intérieur de cette transaction. Donc, on ne peut pas changer quelque chose dans le passé parce que ceux qui ont écrit les pièces après vont s'en apercevoir. Ceux qui ont généré les bitcoins dans le futur vont s'apercevoir que quelqu'un a voulu falsifier ce qui était avant. Donc, ça, c'est une propriété très très importante, c'est qu'on ne peut pas effacer ce qu'on a fait dans le passé. On ne peut pas vous dire « Ah non, je ne vous ai pas donné de bitcoin. » Cette transaction a été validée, on ne peut pas l'enlever de l'historique. Enfin, vu que tout le monde a une copie de tout, tout le monde peut vérifier tout ce qui s'est passé. Donc tout le monde a le pouvoir de vérifier que les transactions ont bien eu lieu et qu'il n'y a pas eu de problème. Donc ça, c'est une propriété très importante que chacun peut auditer le système et vérifier que tout s'est bien passé en refaisant les calculs qui ont été faits par les mineurs. Alors une fausse croyance, c'est que Bitcoin est anonyme. Non, c'est pas anonyme. Au début, les gens sont engouffrés là-dedans en disant on peut faire des paiements sans savoir ce qui se passe. Non, Bitcoin, c'est pas une monnaie anonyme. On peut tracer tout ce qu'on fait en fait. Les numéros de compte sont publics, tout est auditable. Donc c'est quel compte a versé quel argent à quelle personne. Donc pour éviter ça, des chercheurs ont créé deux nouvelles monnaies qui s'appellent Monero et Zcash, qui elles anonymisent qui fait la transaction de quel montant à quelle personne. Et par contre, Bitcoin n'est absolument pas anonyme, on sait qui a transféré, quel numéro de compte a transféré quel montant à quel autre numéro de compte.
Donc après, dernier point, c'est que pour faire ça, il faut faire d'énormes calculs, et ces énormes calculs sont vraiment énergivores. Donc ça, c'est une ferme de minage qui est en Chine, où on a des centaines de milliers d'ordinateurs qui vont miner pour valider les transactions que vous allez faire en Bitcoin, et qui, à chaque fois qu'ils vont réussir à le faire, vont générer des Bitcoins. Donc effectivement, ça coûte beaucoup d'énergie. Et des crypto-monnaies, je vous ai parlé de Bitcoin, mais il y en a plus de 2000 qui existent. Donc les gens ont généré de nombreuses crypto-monnaies avec différentes propriétés. Et nous avons proposé une classification en 4 points. Donc tout d'abord, les nouvelles crypto-monnaies qui sont pourries en fait. C'est juste des arnaques, et les gens les créent pour gagner de l'argent. Et donc ça, c'est vite détecté par la communauté. Ces crypto-monnaies ne sont pas viables et sont de suite éliminées par les gens de la société. Et les gens qui s'intéressent au Bitcoin, aux crypto-monnaies, n'y vont pas. Après, une autre catégorie, c'est les clones du Bitcoin. Donc Bitcoin est un logiciel open source, vous pouvez juste prendre le code de Bitcoin et le faire tourner chez vous et dire, ah ben on fait un Bitcoin spécialisé pour les gens qui jouent au poker, spécialisé pour les gens qui ont une passion, etc., etc. Donc vous pouvez prendre ce code et le faire tourner chez vous, ça va vous permettre d'avoir une crypto-monnaie que vous maîtrisez et que vous pouvez faire partager avec vos amis. Donc il y en a des tonnes, donc c'est des clones de Bitcoin, il n'y a pas eu d'innovation là-dessus. Troisième catégorie, c'est plutôt que de miner et faire des calculs juste pour générer la monnaie, est-ce qu'on ne pourrait pas faire des calculs pour faire autre chose? Donc le premier, c'est Peercoin, qui est une crypto-monnaie qui se base sur la recherche de noms premiers ayant des propriétés mathématiques pour valider les transactions. Donc ça veut dire qu'on fait des calculs qui sont plus utiles que juste faire des calculs pour valider les transactions. Celui d'après, c'est SolarCoin, donc c'est les gens qui sont producteurs d'énergie solaire ont la possibilité, de par cette production, d'émettre des pièces qu'on appelle des SolarCoins, qu'ils vont pouvoir utiliser. Donc la production d'énergie solaire peut rapporter des pièces qu'on va pouvoir utiliser pour d'autres choses. Après, Filecoin et CureCoin sont des recherches en médecine pour l'analyse de protéines, qui vont permettre de faire avancer la recherche en médecine en même temps que générer des pièces de monnaie. Et le dernier, c'est Gridcoin, c'est pour permettre de faire des calculs distribués. Et donc, si on partage son ordinateur pour faire des calculs distribués, ça va permettre de générer des pièces. Donc, tout ça montre qu'on a réfléchi à d'autres choses que juste pouvoir créer des pièces avec Bitcoin. Enfin, la dernière catégorie, c'est essayer de faire autre chose que juste des calculs de preuve de travail. Donc là, on a eu Peercoin qui se dit on ne va pas juste faire des calculs, mais on va dire celui qui a des pièces depuis plus longtemps va avoir des calculs plus simples à faire. Donc ça va permettre de réguler qui c'est qui va faire des calculs et d'essayer de rendre plus équitable et moins énergivore. Donc on gagne entre 20 et 30% d'énergie en utilisant Peercoin. Burstcoin, c'est un projet qui vise à dire que vous avez un espace de stockage, vous le mettez à la disposition de la communauté, et en faisant une preuve d'espace de stockage, vous avez la possibilité de gagner des pièces, donc de partager l'espace de stockage et de gagner de l'argent comme ça. Et enfin, Ethereum, c'est une nouvelle crypto-monnaie qui permet d'aller un peu plus vite avec un consensus différent. Une autre solution, c'est Lightning, qui permet de justement passer des transactions hors de la blockchain, hors de la crypto-monnaie, pour pouvoir faire plus de transactions et passer à l'échelle. Je passe la parole à Ariane. Oui, alors j'espère continuer à vous faire voyager dans ce monde que je trouve fascinant, en fait, des crypto-monnaies. Alors, comme l'a dit Pascal, on est à plus de 2000 crypto-monnaies. Et pour moi, ce que ça ouvre, c'est vraiment la diversité monétaire. Alors, jusqu'à présent, je ne vais pas avoir le temps de développer, mais on reste après au cocktail. Donc, si vous avez des questions, ça sera avec plaisir. Ça remet en cause vraiment la monoculture monétaire. Jusqu'à présent, on a des monnaies standards qui sont créées que par la dette, par le crédit en gros, par des banques commerciales et qui sont du coup dédiées juste à ça. Ce qu'on voit apparaître là, c'est la possibilité de diversité et de pouvoir créer de la monnaie à peu près sur tous les critères qu'une communauté décidera qu'il est bon d'utiliser pour créer des unités. Et là, de mon point de vue, ça ouvre, pas que de mon point de vue, ça ouvre un champ de possibles. Alors, bien sûr, ce qu'il adviendra avec ces crypto-monnaies dépend fondamentalement de qui va réussir à se les approprier dans le futur. Pour le moment, on a quand même grandement une communauté de geeks. Donc le profil classique, c'est homme, les cheveux longs, la trentaine. En gros, c'est ça, c'est le monde des hackers et tout ça. Et pas mal des anarchistes aussi, puisque c'est tout un mouvement qui part aussi de l'open source, etc. Pas le temps de le développer non plus.
On voit apparaître tout doucement des institutions, notamment les banques privées, qui ont commencé à comprendre que faire des cryptos entre elles, ça permettait de contourner le passage systématique par la banque centrale pour du coup se solder leur dette entre elles. Donc en gros, c'est une perte de contrôle supplémentaire que des banques centrales sur les banques commerciales. Et puis ce dont je vais vous parler, parce que je suis une grande optimiste en fait, c'est de ce que pourraient être les crypto-monnaies et ce qu'elles commencent déjà à être si les citoyens s'en emparent. Comme il n'y avait pas beaucoup de temps, je vous parlerai que d'un exemple qui existe déjà. Il y en a d'autres qui sont en train d'émerger. J'essaie de suivre d'assez près, mais ça va très vite, il faut vraiment se tenir informé. Et c'est donc ce petit rond avec un G et un titre, ça s'appelle la June, en fait. Ça s'écrit G1, mais ça s'appelle la June. Le logiciel qui vous permet d'utiliser, c'est Cesium. Et vous voyez qu'à côté, j'ai mis le mouvement français pour un revenu de base. Et vous dites, ouais, alors, entre les cryptos et le revenu de base, c'est-à-dire plutôt des mouvements qui viennent de l'ESS, enfin l'économie sociale et solidaire, quel peut bien être le point commun. Alors il se trouve que la June, à ma connaissance, c'est le premier essai d'une crypto-monnaie pour créer un revenu de base qui est donc distribué de manière égalitaire à tous les participants, dont je fais partie. On est une communauté de 1200 utilisateurs de la June. Fin novembre, il y a eu les 12e rencontres annuelles des monnaies libres, parce que, voilà, enfin, pas le temps non plus de développer le concept de monnaie libre, mais la June, c'est la première monnaie, c'est pas voué à être la seule. Voilà, l'idée, c'est que c'est un code en open source et que chaque communauté partageant des valeurs communes peut s'en emparer, modifier le code et du coup, voilà, faire des arrangements, etc. Alors, c'est pour cette raison que là, pour la première fois, le mouvement français du revenu de base a appelé à la participation de ses adhérents aux journées des monnaies libres. Donc je vois arriver une convergence entre ce mouvement français du revenu de base qui voit que ça serait très difficile de financer un revenu de base avec des monnaies standards, notamment l'euro, et se dit, bah, faut faire autre chose. En gros, il faut créer nous-mêmes la monnaie qui va nous servir à financer ça. Et on peut aussi opposer, comme je suis dans la monnaie locale aussi, ces visions économie sociale et solidaire et crypto-monnaie. Il y a vraiment deux champs de communautés qui pour l'instant s'observent certes, mais ne sont pas vraiment fans l'une de l'autre, on va dire, avec des préjugés. Mais ça commence à changer puisque vous avez le site que j'ai mis au milieu, c'est le Sou de Mayenne, donc vers Laval, enfin à côté de Mayenne, et qui utilise la June de manière locale pour promouvoir l'économie locale. Donc en fait, il est complètement possible de voir apparaître des crypto-monnaies locales et qui concentrent, vous voyez, des valeurs à la fois des crypto-monnaies avec la liberté d'utilisation, la liberté de création monétaire, et de l'autre côté, des valeurs fortes de réancrage de l'économie dans le local et dans des valeurs économiques, sociales, solidaires. Et j'ai envie de dire, parce que je vois Isabelle qui est là, et j'attends son intervention avec impatience, que ça pourrait être des monnaies de l'économie symbiotique, il me semble, vu leurs caractéristiques techniques. On est en train de les passer. Donc les freins, en deux mots, il y a un premier grand frein qui fait pour l'instant, et c'est surtout les geeks, c'est l'hygiène. L'hygiène informatique que ça demande de gérer des clés publiques, des clés privées, vos mots de passe, de ne pas perdre vos unités, etc. C'est assez cauchemardesque pour le moment. Donc des gens font confiance à des sites, c'est pas toujours, c'est pas toujours idéal. Donc il faut vraiment se plonger dans les choses pour gérer correctement tout seul son portefeuille de crypto-monnaie, parce que passer par une banque, ça n'a juste pas de sens. Enfin, symboliquement, ça n'a juste pas de sens. Et puis l'autre frein fondamental, c'est le manque d'ouverture d'esprit. Parce que tant que vous mettez les crypto-monnaies dans la case, c'est que de la spéculation, des trucs illégaux, alors que c'est estimé à peu près 25% d'utilisation en gros au noir, les crypto-monnaies, enfin Bitcoin. Seulement 25%, ça veut dire tout le reste, ce sont des transactions complètement légales. Et voilà, donc
l'image qu'on colle à Bitcoin, personnellement, ça m'agace, enfin aux crypto-monnaies en général. Et voilà le côté spéculatif qui est... C'est ça, il faut voir que les crypto-monnaies, c'est un outil. Après, les communautés, elles en font ce qu'elles veulent. Donc si vous voulez spéculer, ben, vous spéculez avec, mais vous avez la possibilité d'en faire autre chose. À nous d'inventer cette autre chose. Donc on vous remercie pour votre attention, on sera donc présent pour les questions et on en profite pour voilà, faire la petite promo d'un livre qu'on a sorti en septembre, où on est 4 à avoir collaboré, donc 3 informaticiens et moi-même, sur expliquer un peu quels sont voilà, les ressorts des blockchains et qu'est-ce qu'on peut en faire et quel est leur avenir. Je vous remercie.